C'était le lundi 15 octobre 2012, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. C'était dans un pays qui était partiellement le tien. Partiellement. Tellement ton pays est grand comme un continent et les régions grandes comme des pays. Mais tu me l'as dit. Les Russes ne visitent pas leur pays. Et tu n'étais jamais allé dans le Kraï d'Altaï, dans ta Sibérie natale. J'avais choisi de visiter la steppe, à l'est de la région. Et les Altaïens m'ont dit « Mais pourquoi vous allez là-bas? Il n'y a rien à voir dans la steppe. » Je voulais explorer avec toi un espace neuf. Oui, un inconnu à construire, auquel nous donnerions ce sens propre à nous seuls, celui de notre premier voyage. En quelque sorte, celui de notre nativité, nous, toi plus moi, vers une planète inconnue. Valérie, mon guide, m'avait dit « Si c'était moi, je ne l'amènerais pas vers la steppe. Je l'amènerais dans un hôtel confortable de Belokurica. » Belokurica, c'est une ville d'eau, dans une zone vallonnée. Une ville propre et tranquille, avec ses sanatoriums et ses piscines, avec son marché et ses touristes qui paient le resto en dollars. Tatiana, sa femme, avait ajouté « Il te dit ça, mais il ne l'a jamais fait avec moi. » Pourquoi pas Belokurica? Qu'est-ce que je t'emmenais chercher vers la steppe, où il n'y a rien? Pas de montagne en manteau d'automne, pas de piscine mosaïquée, pas d'étalage de souvenirs et d'artisanat le long du chemin. Non, rien qu'une ligne droite. Vers quoi? Vers un lac salé. Un lac salé. Nous n'avions besoin que d'espace. Un espace pour rêver. Un espace pour y jeter nos corps, comme des comètes sucrées, comme un vin à boire à l'envie, sans songer en modérer ni la quantité, ni l'ivresse. Nous roulions vers Kamenna Obi, notre première destination. Le ciel était vaste et noyé de rouge et de noir. Les poteaux électriques s'alignaient comme des chemins de croix. Des poteaux si nombreux qu'on aurait pu, sur chacun, fixer une plaque à l'honneur d'une victime de la Kolyma et de tous les autres camps de Sibérie. Mais nous étions ici au sud, une zone où l'on avait plutôt déplacé les populations. En effet, nous roulions vers les villages allemands, où avaient vécu à la fois ces aventuriers en quête de terres nouvelles et ceux que Staline avait déplacés pendant la guerre, craignant que ces immigrés allemands s'allient à l'envahisseur nazi. La nuit était tombée sur ce premier jour. Nous avons dormi à l'hôtel de l'Aube, stéréotype de l'hôtel soviétique, qui nous offrait une suite très kitsch pour 40 €. Au matin, tu te réveillais comme un poussin ébahi, t'élevant des draps entachés par les 70s, tandis qu'autour de nous coulait un fleuve qui allait s'élargir en mer d'Aube, tandis que des trains de 100 wagons emmenaient leurs marchandises on ne sait où, et tandis qu'une nuée claire entourait la ville de mystère. Nous avons repris notre route, longeant un fleuve de plus en plus large, et pourtant jamais visible, car aucun accès vers ses rives n'avait semblé utile. Ta main restait dans ma main. La voiture de location avait des vitesses automatiques. Pas besoin de nous séparer pour un changement de vitesse. La route allait infiniment droit devant nous, tandis qu'à gauche et à droite défilaient les alignements de bouleaux et quelques villages épars. Dans la steppe, chaque construction est comme un événement, une exception à la règle. Car la règle, c'est la plaine à perte de vue, ouverte au vent et à leurs pires humeurs, tempêtes, ouragans. Chaque édifice se gaussait alors d'une allure triomphante, que ce soit un restaurant, un poste de police, un château d'eau ou une éolienne. Et dans ces plaines désertiques, quel était le statut de l'arbre, des forêts? Était-il œuvre de Dieu ou œuvre des hommes? Les troncs blancs des bouleaux éclataient sous le soleil rasant. En les regardant avancer si lentement, au loin, on avait l'impression de voyager au ralenti. Ta main dans ma main était à la fois un appel et la certitude d'une continuité. Pourtant, on aurait dit que tu n'osais pas y croire, à notre présence ici, à notre amour récent. Tu me diras plus tard, Après cette semaine, tu vas t'en aller pour toujours. Partir pour toujours, je l'avais déjà trop fait. Tes mots s'allumaient comme une étoile dans la nuit. Ils donnaient un sens à l'avenir. Oui, savoir pourquoi on vit. Je n'étais pas parti la tête vide. Des musiques couraient en tous sens dans ma tête comme des oiseaux de passage. Il y avait notamment cette chanson qui me rappelait tous les Cosaques que j'avais rencontrés. C'était un leitmotiv, porteur de joie et de mélancolie,
Comment peut-on vivre un grand bonheur sans mélancolie? Il y avait aussi cet air d'un chanteur de Mongolie, enregistré dans un concours de bardes. Avec sa guitare à 8 cordes, il avait joué cet arpège qui me revenait en tête dès que je ne pensais à rien. Тлеют над бездной мосты спаленные, и наплевать, что там дальше будет. Мы не любовники, мы влюбленные. Ces deux musiques étaient devenues les tiennes, liées à toi, à ton sourire si calme, à ton accent chantant et à ces paysages qui défilaient comme des caresses. Вряд ли за это нас Бог осудит. Le deuxième jour, nous étions à Glabstadt. Face à l'hôtel, quelques bâtiments modernes que la plaine semblait vouloir reprendre, comme l'océan fait des falaises de craie. Plus tard, nous entrions dans la maison colorée et fleurie d'Henrich, le plus âgé des descendants allemands. Il vivait là avec sa seconde femme. Il se mit à te raconter sa vie, ravi de cette attention si touchante que tu lui prêtais. Avec ma femme, nous dit-il, nous ne parlons pas. Nous avons mangé les pirotchki que la dame qui effectivement ne parlait pas venait de préparer. Et puis Henrich revint sur la construction du village dans une plaine imprévisible où il n'y avait rien, ni personne. Le lendemain, nous quittions Glabstadt et son village voisin. Nous n'étions pas loin de l'extrémité ouest du kraï de l'Altaï. Pour continuer maintenant, il fallait prendre plein sud. Nous croisions quelques marais dont la terre était craquelée par la sécheresse. L'été avait été chaud et sec, un désastre pour les cultures. Sur la terre écaillée, à chaque fois, un duvet blanc. Le sel était déjà là. Les couleurs étaient à l'automne et l'automne, ici, est à la rouille. Seul le bleu du ciel déroge à l'harmonie des couleurs chaudes. Pourquoi les plus longues amours commencent-elles toujours en automne? Parce que les couleurs chaudes leur donnent une tendresse éternelle. Chaque îlot de bouleau était comme une invitation à de tendres parenthèses. Le désert des hommes et le paradis des amants. Notre premier rendez-vous approchait, Yarovoye, ville lacustre. La Salt Lake City de l'Altaï. Nous y sommes arrivés en fin d'après-midi. La ville était calme, comme une banlieue, un dimanche. Nous avons pris une rue à droite, puis, presque au bout de la rue, une autre à gauche qui devait nous mener au bord du lac. Mais nous voilà sur un chemin de terre, bordé d'isbas poussiéreuses. Après un virage, la rue s'arrête devant une barrière. Et derrière la barrière, une plage immense. Nos pieds bientôt sur le sable. Le soleil s'incline, mais la lumière est bien présente, entre la toile peinte du ciel et le balai des nuages. Nous sommes seuls, dans un lieu qui était créé pour accueillir la foule. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des terrasses pour les cafés, il y a des décors pour les photos souvenirs, faux cactus, faux ponts, fausses tentes et fausses tours de garde cosaques pour ne garder que le vent. Il souffle un air doux, l'eau du lac est plane et le ciel et ses nuages s'y reflètent comme sur une plaque photographique. Un poteau indicateur énumère des directions improbables. Café, douche, massage, toilette. Nous nous sentons projetés dans un film d'anticipation, comme si nous étions les survivants d'une civilisation disparue. Devant nous, des pédalos alignés, dressés sur le côté. Une magie surréaliste nous entoure. Assis sur le sable, nous regardons ce paysage figé. Ma main sur ton épaule, nous sommes les amants de la fin du monde. Le lendemain, nous reprenions la route vers le sud-est, direction
Blagovietchenka. À côté de la ville, sur la carte, on voit un lac bien plus grand que celui de Yarovoye. Le soleil commence à baisser lorsque nous apercevons, sur la droite, une étendue blanche. C'est un lac salé, presque entièrement desséché. Nous avançons sur un mélange de terre, de sable et de sel. Au-dessus de nos têtes, le ciel est immense. L'orange du couchant se répand comme une marée de flammes. Tu te tournes vers moi dans ton manteau bordeaux. Ton regard a cette mélancolie qui semble liée à l'âme russe. Et soudain je pense à cette femme dans le film de Tarkovsky, Solaris. C'est la mère de Chris, le protagoniste. La ressemblance est frappante, touchante, comme si, Léna, tu voulais m'attirer dans mon film fétiche, où j'avais ressenti ce qui est, peut-être pour moi, l'amour absolu. Mais bientôt tu pars en courant, quand je te demande de passer de l'autre côté du miroir liquide devant nous. Le reflet est aussi pur que l'image du ciel qu'il réfléchit. Tu marches au bord de l'eau, et dans l'eau, tu traverses le ciel. Je voudrais m'envoler dans ce ciel avec toi, comme dans un tableau de Marc Chagall. Pourrais-tu essayer, je te dis ? Mais oui, Tu réponds. Tu plies tes genoux, déploies tes jambes et t'élances vers le ciel. Clic, je déclenche. Et te voilà qui vole, à tout jamais. dans un instant de bonheur. Le jour suivant, on nous escortait vers l'énigme d'un lac rosé. Le ciel était couvert et le lac le contaminait de son rose à la dramaturgie pesante. L'eau du lac s'était beaucoup éloignée de la grève, laissant derrière elle un sable larmoyant. Il y avait avec nous André, Marina et Sergueï, le chauffeur. Il y avait aussi la Volga blanche de l'administration. Devant nous, une passerelle qui ne mène plus à rien, comme une porte secrète entre le rêve et le réel. Cette porte secrète qui t'a peut-être conduite à moi. Oh, Léna, mon Alice. Il y avait aussi dans un cul-de-sac près du lac un village kazakh qui était allé se perdre en Russie. On y cultivait le souvenir de la langue, des couleurs, des traditions, le nomadisme, les yourtes et de toute une série d'hommes célèbres à l'échelle de ce monde minuscule. Quelle douceur émanait de ces gens. Leurs chants seraient les dernières musiques du voyage. Et puis, le soir, André nous a conduits, après un repas bien servi avec le maire et quelques collaborateurs, vers un point de vue sur la ville, promontoire de quelques centimètres dans la plaine et la nuit noire. Alors je vis la ville au loin comme une ligne lumineuse dans une mer d'encre. Nos deux regards convergeaient vers une seule ligne. Avec ta main, qui avait retrouvé la mienne, je me suis dit que le ciel dans nos mains ne serait jamais vide, qu'un trait de lumière nous indiquerait toujours que, droit devant, la vie est éternelle. Le lendemain, jour du retour, naturellement, il pleuvait. Dis-moi, tu reviendras? Oui, je reviendrai. Говорим всегда.